Allez, c'est parti donc du coup pour le calendrier économique de cette semaine. Lundi 4 mai, on démarre le mois de mai sur les plus hauts, de plus haut, de plus haut. Allez, tiens d'ailleurs, ça aussi, hop, que je prenne le temps de valider ça. Donc, lundi 4 mai, 16h, commande à l'industrie. Ça sera noyé dans la bougie de 16h, mais ce sera intéressant. Donc, commande à l'industrie. Ensuite, en suivant adjudication Tibi, 3 mois, 6 mois, Williams, enquête auprès des responsables du crédit. Ça sera intéressant aussi. Ah, donc, ça, on va pouvoir se le marquer. Tiens, cette enquête, on va devoir venir la dire. 18h50, Williams. 20h, enquête, crédit. On va se mettre. Et ce sera bon. Tac. On va directement au 5 mai déjà. Donc, il n'y a pas grand-chose lundi. Les permis de construire, la balance commerciale, exportation, importation, 14h30. On va commencer à faire un petit peu, souvenez-vous, je vous disais, exportation, importation, dans le contexte, on va un peu plus surveiller ça que d'habitude. C'est pas vraiment pour avoir une grosse bougie, mais c'est plus pour... si vous voulez vous-même vous renseigner, travailler un peu sur ces chiffres-là, les Redbook au détail un peu de la même façon, voir quel est le détail des ventes. 15h45, les PMI services d'avril. Donc ça, vous savez, la chanson, l'économie américaine, c'est 70% de services. Donc le PMI service est toujours intéressant, notamment que là, c'est celui du mois d'avril. Donc, c'est quand même un qui est récent. 16h, grosse bougie, puisque rapport Jols sur l'emploi. L'emploi dont Powell nous a un peu parlé. L'ISM non manufacturier en même temps. 17h30, la GDP de la Fed d'Atlanta. GDP Atlanta. 18h30, Barr, le vice-président de la Fed. 18h30, Bowman. En même temps, qui va sortir un communiqué pour sa part. Bowman. Voilà, là, on devrait avoir beaucoup de membres de Fed qui vont parler suite à la dernière réunion, puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer la semaine avant. Mercredi 6 mai. Après, bon, même si les GAFAM sont passés, on ira faire un tour quand même sur les résultats. Donc, 13h, ok, on va avoir juste le taux hypothécaire 30 ans, parce que ça, c'est quelque chose que je regarde, vous vous souvenez, on en parle assez souvent. Création d'emplois non agricoles, ça ne devrait pas non plus très faire bouger, mais on se le note aussi. Voilà. Tac, raffinerie, ça va aller, ça ne fera pas un truc, production d'essence, ça ira, importation de pétrole brut, ça, on peut se le marquer, l'import, on peut regarder quand même qu'il soit toujours dans la même tendance, parce que forcément, on commence à se poser des questions sur l'énergie américaine, ce sera 16h30, bon. Ouais, on peut se le marquer. Ça coûte rien de ne pas être en position. Et 19h, Goolsbee qui s'exprime. 19h, Goolsbee, membre du FOMC, qui s'exprime le jeudi 7 mai déjà. Donc 13h30, on aura les chiffres emploi américains. Suppression d'emploi, challenge. On va avoir 14h30 le chômage. On va avoir 14h30
une partie économique. On va avoir des prévisions d'inflation à 17 heures. Excusez-moi, le truc à 16 heures, la dépense de construction avec la bougie de 16 heures, c'est pas important ça? Non, ce sera complètement noyé dans la bougie de D'accord, 16 heures. d'accord. Ok, merci. Juste ça. Comme il y a déjà du volume à 16 heures, si tu veux, ce sera pas. D'accord, merci. 17h30, donc on va enchaîner avec le DDP de la fête d'Atlanta. T-bills 4 semaines, 8 semaines, c'est pas grave. Crédit conso 21 heures. Ça devrait aller, même si on va s'y intéresser. Tiens, 21 heures, crédit conso. Moi, je vais me le marquer pour voir. Alors, pourquoi vous avez vu, hein, il y a beaucoup plus de statistiques là sur la consommation. Vous avez vu qu'on a des stats sur les commandes à l'industrie, des stats sur une enquête sur le crédit, des stats sur un peu la consommation, l'import-export, l'énergie un peu plus précise, crédit conso du mois de mars. Tout ça, ça va intéresser justement l'économie pour voir réellement l'écart qui se creuse entre la macroéconomie, les chiffres qui sortent, et le marché qui, lui, bat toutes les semaines de nouveaux records, poussé, dopé à l'IA. Et donc, Williams à 21h30, jeudi, vendredi, 11h40, c'est mon coup, ça devrait aller, on ne traite pas le matin. Sinon, marquez-vous-le. Bowman à 13h30, ça devrait aller aussi. Et vous pouvez vous le marquer, tiens, je vais le marquer. 14h30, on aura donc le salaire horaire moyen. Ça, c'est intéressant pour voir l'inflation, hein, puisque le salaire contribue énormément à l'inflation. Les créations d'emplois du secteur non agricole qui intéressent pour savoir un petit peu les enjeux sur l'emploi. Le taux de chômage. Le taux de chômage important. 14h30. Le taux de chômage, emplois gouvernementaux, création d'emplois manufacturiers, et l'indice Michigan, le fameux indice que n'aime pas trop Powell. Donc ça, 16 heures. L'indice Michigan, donc qui est un indice où on pose des questions, notamment aux consommateurs. Hein, c'est plus du questionnaire sur la situation économique, etc. GDP de la fête d'Atlanta à 17h30. Donc, suite à ces publications, et normalement, on sera bon. Voilà, on sera bon pour la semaine, puisque après, ce sera le week-end et on aura d'autres présidents de banque centrale qui parleront, mais le marché sera fermé. Puis, nous parlerons pour eux vendredi post-clôture. Donc, Tu on va parles quand même. samedi, hein? Nous, c'est samedi, mais chez eux, c'est pas samedi, c'est vendredi soir. Ah, d'accord. Je trouvais ça vraiment space. On aura lundi Palantir qui donnera ses marchés Oui. après clôture. Donc ça, on peut le marquer après clôture. Attention. On aura ici une entreprise de semi-conducteurs qui donnera ses résultats aussi après clôture aussi. Donc ça ira, mais il faut se le marquer. C'est pas le moment d'être en position après clôture. C'est quoi ça? Mardi, Ah, ça c'est les résultats d'entreprise. Mardi, ouais. on aura AMD qui va donner ses résultats aussi en pré-clôture de marché. Donc il y aura des beaux mouvements Quand tu as dit cette fin de semaine. Palantir et l'autre, c'était lundi en fait. Lundi, Ah, lundi pardon. Merci, Palantir et du merci. C'est coup ça. On Semiconductor, les deux. Merci. Donc c'est après marché. On a dit AMD en post-market aussi mardi. On va avoir quoi? Mardi, ça devrait être bon. Ça va, ça va, ça va.
Bon, après, c'est un peu plus de la conso. Ça, c'est du super microcomputer. Ça, SMCI, à la rigueur. Mais ça en post-marché aussi, donc ça devrait aller. Tac, tac, tac. On est bon. On fait un petit check. On va aller au bout de la semaine pour être tranquille, mais là, on voit rien de gros. Je vois rien de gros. Microchip, il y en a un peu tous les jours. Hein. Il y a un peu tous les jours des acteurs là du marché des semi-conducteurs. Voilà. Donc bon, il y en a aussi donc un jeudi, moindre effet, plutôt second couteau, on va dire. Et mercredi, quand même, on a un ventre mou, là, un peu entre second couteau et premier. Mercredi, on a dit, il y a Axon. Alors ça va se marquer. SMCI, mardi. AMD et SMCI, mardi. Ouais, AMD et SMCI, mardi. D'accord. C'est plutôt à partir de mardi, après ce sera bon. Mercredi, ça va. Mercredi, c'est pas du tout trop lourd. Ça n'influencera pas le marché. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde dans les prises de contact là? Oh oui, merci. Prise du calendrier. C'est OK pour moi. Allez. Oh, Hervé. Allez, donc, qu'est-ce que on peut retenir de cette semaine? Une semaine de Fed, une semaine quand même à fort enjeu pour le marché. C'était la dernière de Tonton Powell. Voilà, c'est officiel, on le reverra plus en tant que président de la Fed. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que pour l'instant, du coup, ben, on se retrouve donc avec des banques centrales qui sont coincé, hein, j'ai envie de dire, à l'image un peu des banques centrales européennes notamment, où on a une croissance un petit peu qui est ramollie hein, par la guerre en Iran, et donc les prix des carburants qui sont élevés, qui restent élevés, voir si en plus de ça devait se renforcer le dollar, forcément, ça ne pourrait que faire mettre encore plus la pression sur l'Europe. Donc bon, pourquoi on s'intéresse en premier lieu à l'Europe? Pas forcément parce que c'est chez nous, mais aussi parce que ben, forcément, il y a deux marchés hein, sur lesquels on peut agir. Le marché c'est un peu cyclique. L'Europe dépend des Américains, donc du coup, s'il y a un changement comment dire, s'il y a un peu une rotation d'économie, si les investisseurs préféreraient investir sur l'Europe que sur les Américains, nous, on le ressentirait sur notre marché et vice-versa. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on voit, donc, c'est que la Fed aussi, comme la BCE, elle est très partagée. C'est assez intéressant ce qui a été dit. Alors, attendez, je coupe parce que là, je ne sais pas pourquoi, j'ai plein d'alertes Discord là, d'un seul coup. Hop. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que même si les taux sont restés au même niveau pour la dernière de Powell, ce qui est important, c'est quand même qu'il a dit, il a annoncé qu'il y avait eu des dissidences à l'intérieur du FOMC, des différents gouverneurs. Donc il y avait des gouverneurs qui ne sont pas tous en accord sur les taux les taux à appliquer. Et donc, il y en avait qui prônaient pas forcément une hausse pas forcément un maintien des taux, mais qui pouvaient déjà s'intéresser, envisager, réfléchir à, il a utilisé beaucoup de qualificatifs,
à discuter, au moins discuter d'une hausse de taux. Donc, ils n'étaient pas forcément favorables à une hausse de taux, mais ce qui était important de comprendre, c'est que ces trois gouverneurs-là, ils étaient plutôt prêts ou prêts, oui, à ce que la Fed discute des montées de taux. Et donc, pour combattre l'inflation, bien sûr. Donc, l'inflation des prix du pétrole, mais l'inflation des prix qui sont tous en cascade, puisque on l'a déjà discuté ensemble, on l'avait déjà regardé, mais c'est une inflation du pétrole qui, par cascade, fait une inflation sur toutes les matières premières et notamment aussi des matières agricoles. Donc, au-delà de la bulle un petit peu IA qui n'en est plus vraiment une sur les marchés, on va voir pourquoi. En tout cas, en termes de niveau de valorisation, au-delà de cet effet qui se passe sur le marché, donc depuis maintenant le 1er avril, si on peut dire, donc de ces poussées vertigineuses et donc ce short squeeze qui arrive sur les marchés. Au-delà de ça, qu'est-ce qui peut être attendu? Parce que pourquoi c'est plus une bulle IA? C'est qu'il y a une valorisation des entreprises, des résultats d'entreprises qui sortent, et les résultats d'entreprises sont à la hauteur des attentes du marché. Donc déjà, ça, c'est le point positif. Souvenez-vous, en début d'année, on avait dit que cette année, ce serait l'année de vérité, quelque part, l'année où l'IA devait avoir un retour sur investissement. Et donc là, on se rend compte que le retour sur investissement, il prend plutôt une bonne trajectoire. On n'est pas en termes de valorisation dans une bulle IA. Pourquoi on fait ce lien entre l'IA, le seuil où on se situe sur le marché avec l'IA et le marché lui-même et la Fed? Parce que tout simplement, si vous voulez, on a quand même une consommation énergétique par l'IA qui est massive, qui est colossale, que ce soit donc ce qu'on appelle les tokens, que ce soit des centres de data qui sont construits. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même par exemple Tesla qui projette de construire un centre de 16 kilomètres de data center. Tous ces data consomment énormément d'énergie, et donc il y a quand même un quid, il y a quand même un lien à faire sur ce potentiel goulot d'étranglement que peut être une crise énergétique dans l'IA, en fait. Parce que si l'IA a besoin de l'énergie, mais que l'énergie, elle est en crise par rapport à un tremblement, on va dire, un changement géopolitique, à des enjeux géopolitiques, forcément, il y a quand même un gros point d'interrogation sur ce qui peut se passer. Donc, autant en termes de valorisation dans l'immédiat, on est sur les bonnes dynamiques, les bonnes cotes, autant pour l'avenir, on peut se poser quand même un petit peu de questions. Et donc, comment peut faire la Fed pour, à un moment donné, ralentir l'inflation et le coût donc, pour lutter contre ce coût de l'énergie, cette crise? Ça, c'est la grande question. Il n'y a pas 36 solutions de toute façon. Soit on laisse filer la monnaie, on laisse filer l'inflation, on sacrifie un petit peu la monnaie et on ne monte pas les taux pour sauvegarder un petit peu de croissance et d'emploi, puisque du coup, ce serait en fait l'inflation qui serait au-dessus du taux et pas forcément une dynamique qui amènerait, pas forcément une baisse de taux qui amènerait la dynamique, mais c'est l'effet de montée d'inflation qui fait que les taux, finalement, à 3,5 peuvent sembler plus bas que quand ils sont à 3,5 sans inflation. Donc, mais à ce moment-là, on est un petit peu quand même dans un monde qui surchauffe, qui peut faire peur. Et il faudrait acheter tout ce qui est actif, tout ce qui est tangible, et puis faire prendre quand même un risque assez fort sur les marchés, parce que
y aurait du dopage économique à contre-courant face à de l'inflation. Il faudrait aussi que du coup, peut-être les consommateurs s'habituent à avoir un rythme d'inflation plus fort. Soit on peut penser à une remontée des taux donc de la part des banques centrales et de la Fed. Et pourquoi faire? Pour pallier à cette inflation, mais cette inflation qui est considérée comme plutôt étant temporaire, parce qu'elle est liée directement à un événement géopolitique, mais mais si en même temps on ne le fait pas, la répercussion qu'il y a, car elle se dilue en cascade sur les autres énergies, peuvent un petit peu, à un moment donné, pousser les banques centrales à monter les taux et à casser un petit peu la croissance de ces entreprises qui, notamment, en plus, nécessitent des investissements colossaux, que ce soit en termes de création de structures sur l'IA. Donc ça, évidemment, c'est très difficile à anticiper pour les banques centrales. C'est un peu ce que nous a expliqué Powell. Et nous, en tant que traders, en tant que acteurs du marché, on ne peut pas penser que le scénario qui va être privilégié, ce soit une montée des taux par les banques centrales, quand on sait que historiquement, depuis notamment la crise des subprimes, c'est plutôt on fait fonctionner la planche à billets et le fameux un petit peu too big to fail où on injecte et où on y va pour sauver le marché et sauver tout le reste, plus que de dire je combats l'inflation coûte que coûte. Donc, on peut s'attendre à un moment donné à ce que cet effet d'étau de goulot qui se resserre puisse laisser finalement la Fed sans action. Et surtout, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que c'était la dernière de Tonton Powell et que maintenant arrive Kevin Warsh et que quand il va arriver à la tête de la Fed, il est nommé par Trump et que il lui doit quelque part légitimité, il lui doit quelque part un petit peu de, de, de lien de confiance. Hein. D'ailleurs, Powell avait été nommé aussi par Trump avant maintenant de devenir son ennemi public numéro un. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que Warsh, lui, va plutôt pousser pour baisser les taux. D'accord. Donc, et on sait que dans les membres du FOMC, il a notamment quelques-uns comme Waller qui peuvent être dans son camp puisqu'ils sont pro-Trump et qu'ils ont essayé autant que possible de faire les lèches pour avoir le poste qu'a eu Warsh, donc qui peut être soutenu et qui peut avoir l'influence pour aller chercher peut-être éventuellement une baisse de taux d'ici la fin d'année, peut-être au début de son mandat. Ce qui semble quand même très délicat, très difficile à imaginer dans le contexte actuel, parce que la donne a quand même complètement changé avec cette crise énergétique. Et donc, est-ce que réellement Warsh va donner cette baisse de taux à Trump et quel en serait réellement le risque d'imaginer une telle baisse de taux? Ce serait un peu délicat parce que, souvenez-vous, ce que je vous expliquais sur le carry trade, notamment qui pourrait devenir possible, sur un effet aussi où si on a des taux directeurs qui se mettent à baisser, on dope l'économie. Et donc, si on dope l'économie réelle, j'ai envie de dire, parce que quelque part, on pourrait presque distinguer deux économies dans l'économie actuellement, hein, l'économie IA et l'économie telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant. On va peut-être essayer de doper cette partie-là, mais aussi on va doper l'investissement de l'autre côté. Et donc, quid de l'énergie? Plus on va doper l'investissement sur l'IA, plus on va permettre aussi d'obtenir de l'énergie, d'obtenir des investissements et donc de créer, de générer du consommateur d'énergie. Donc, voilà. Est-ce que réellement Warsh ira au bout de cette démarche-là? Gros point d'interrogation. On aura assez rapidement la réponse. Et moi, je vous glisse, n'oubliez pas que Trump
Donc, je pense qu'on sera plutôt vis-à-vis de l'inflation, plutôt dans un statu quo dans les réunions à venir, grâce à Warsh, justement, qui prônera plutôt, un peu comme Powell, finalement, le statu quo. Hein, c'était ce que prônait Powell. Powell n'était pas du tout partisan d'une hausse de taux. Donc, finalement, Trump n'aura pas ce qu'il voulait en nommant Warsh. Mais en plus de ça, est-ce que réellement Warsh ne peut pas se retourner, j'ai envie de dire, un petit peu comme contre Trump, parce que Trump a l'élection des midterms en novembre, et s'il perd les midterms en novembre, ce qui est quand même fortement envisageable, hein, dans le contexte actuel des États-Unis, où il est loin de faire l'unanimité et sa cote de popularité n'est pas la meilleure. Est-ce que Warsh, à un moment donné, ne va pas s'émanciper du président qui l'a nommé pour faire un petit peu toujours comme il a toujours fait depuis des années 2008 où on entend parler de lui et où il a été d'ailleurs en poste, et donc c'est-à-dire surtout être dans un rôle d'acteur de banque centrale qui combat l'inflation coûte que coûte, et qui sait monter ses taux s'il en a besoin, peu importe où sont les marchés. Et donc ça, c'est quand même, souvenez-vous, quand on avait eu l'info que Kevin Warsh pouvait être président de la Fed, ça avait surpris les marchés, puisque Kevin Warsh, c'est pas un inconnu des marchés, c'est quelqu'un qui a un historique, qui est cohérent et qui, du coup, ne prône pas l'économie de marché, en fait, qui ressemble finalement beaucoup à Powell, voire même un petit peu plus dur, un petit peu plus faucon que Powell. Donc, euh, sauf que là, ben, les marchés, ils sont au plus haut de tous les temps. Hein, c'est quand même le retour un petit peu, si on prend, moi je trouve, c'est le retour du fameux too big to fail. Hein. Regardez ça. C'est quand même marrant d'avoir de comparer des sociétés à des pays. Et quand on voit, par exemple, que Nvidia, ces derniers temps, si on devait la classer comme un pays en termes de PIB, il génère, ce serait la quatrième puissance économique mondiale, donc devant le Japon, hein, tout le Japon réuni, et bien loin devant tout le Japon réuni. Il serait pas si loin que ça d'être même sur le podium, la troisième puissance mondiale. Donc Nvidia, qui est fournisseur de puces qui fait fonctionner l'IA, donc qui ne fait pas de l'IA, hein, qui fait fonctionner les puces qui font l'IA, euh, lui et donc devient la quatrième puissance mondiale, et donc la plus grosse entreprise, la plus grosse capitalisation forcément boursière du monde, mais serait finalement pas loin du podium et pourrait très prochainement atteindre le podium, et donc serait plus puissant que toute l'Europe réunie, puisque il pourrait passer devant même l'Allemagne, qui est la première puissance économique d'Europe et très peu endettée. Donc là, c'est quand même un gros quid. Le fameux too big to fail, si ça se met à s'essouffler, si l'IA s'essouffle parce qu'on n'arrive pas à faire tourner les data centers en énergie, qui va payer finalement ces puces à Nvidia, et est-ce que Nvidia ne peut pas finalement perdre du consommateur de puces, hein, tout simplement. Ça va être un petit peu la grosse question si on se lie à ça. Et on pourrait être finalement devant un petit crack économique si on a un ralentissement de la consommation IA, euh, finalement, qui puisse démarrer sur la consommation de l'énergie. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui arrive, puisqu'on est sur les plus hauts de tous les temps, mais c'est quelque chose qui peut arriver à cause de l'énergie. Euh, le marché, quand même, dans cette surperformance, dans cette surconcentration, donc notamment le marché américain sur les valeurs technologiques, hein, c'est quelque chose qui s'est créé au fil du temps sur les 15 dernières années au moins, d'avoir des entreprises comme ça qui deviennent plus gros que des pays. Mais
ça peut tenir que forcément si on n'a pas si on n'a pas de récession économique. Et pourquoi on parle un petit peu alors qu'on est sur des plus hauts et qu'on a des statistiques comme Nvidia qui puissent être aussi puissants que les plus grosses économies mondiales, c'est parce que quand même euh, on a des chiffres, eux, macroéconomiques qui sont pas top top, qui sont plutôt pas très bons. Et on a un retour donc de l'inflation qui est revenu. On a une guerre en Iran que même si elle s'arrêtait, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, elle est ce qui a été détruit sera détruit et il y aura des années pour le remettre en place. On a les Émirats arabes unis qui ont quitté l'OPEP, donc potentiellement s'il y a un autre pays du coin du secteur quitte l'OPEP, on pourrait considérer presque que l'OPEP est liquidé, hein, ne sert plus à grand chose parce que bon, les Émirats c'est pas la première puissance, mais quand même ça comptait. Je crois qu'ils étaient dans les troisième ou quatrième. Donc cette perturbation de la consommation des producteurs de pétrole, c'est un peu la pièce qui tombe sur la tranche. On ne sait pas de quel côté après elle va finir par tomber. Si elle tombe du bon côté, ça peut être banco et ça peut vraiment soulager cette économie et on peut exploser de nouveau à la hausse et en fait se rendre compte qu'on est, donc comme on disait, on n'est pas en termes de valorisation, on n'est pas sur une bulle au niveau de l'IA et donc le narratif IA serait réalimenté et on aurait donc tout un changement presque, j'ai envie de dire, de prisme, de paradigme de société de consommation avec une société qui basculerait finalement et donc potentiellement des emplois qui se détérioreraient parce que remplacés par l'IA, mais ce serait pas grave parce que finalement l'IA changerait notre façon de consommer et de voir la vie ou en fait ça peut tomber du mauvais côté de la pièce et que si donc qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on tombe de ce côté-là, du bon côté? Ben déjà il faudrait que on ait des pays comme ou comme les Émirats arabes ou comme le Venezuela qui a été pris par Trump ou comme pourquoi pas l'Iran si on arrive à mettre la main sur si on, quand je dis on, si les Américains arrivent à mettre finalement la main sur le pétrole iranien ou sur d'autres notions, sur d'autres pays à forte production pétrolière, comme l'Irak ou autre, si réellement ce pétrole peut être injecté dans le marché à foison, puisqu'on sait que l'OPEP, finalement, régule le prix du pétrole. Ils font en fonction de trouver le bon rythme qui soit sur des quotas qui convient un peu à tout le monde, en fait. Mais si on arrive à faire que on revient avec du pétrole finalement en masse dans le marché et en grande liquidité dans le marché, alors on tirera les prix de l'énergie finalement après avoir eu ce choc un petit peu très vite vers le bas et finalement on pourrait se permettre de pouvoir relancer l'économie aussi avec cette foison de pétrole sur l'Amérique et notamment puisque c'est ça qui nous intéresse. Si ça tombe du mauvais côté et donc que l'on rentre dans un pétrole qui se bloque, finalement une production iranienne qui est bloquée, un détroit qui reste bloqué, des usines de production, enfin des capacités de production de pétrole qui restent bloquées, voire bombardées, détruites et qui doivent être reconstruites, et une manque de possibilités d'échange fluide sur ce marché-là, et donc potentiellement un prix du baril qui reste très élevé, finalement, à terme, ça peut être le goulot d'étranglement de l'IA et empêcher à ce que l'IA puisse prospérer aussi rapidement qu'elle le souhaiterait. Euh,
il y a quand même un enjeu aussi à se dire, c'est que les Chinois sont à la course avec les Américains sur l'IA et que dans cette course sur l'IA, les Chinois aussi ont besoin de pétrole et ont besoin de pouvoir acheter et consommer énormément de pétrole pour faire tourner leur data center d'énergie comme nous et comme donc l'Occident et les Américains. Donc, euh, quand on tape sur le premier fournisseur de pétrole chinois, c'est pas non plus peut-être anodin ou complètement une simple coïncidence. Donc, il y a quand même cette question-là qui, au niveau de l'énergie, est la question principale à aujourd'hui sur les marchés pour savoir maintenant que on a fait les plus hauts, qu'est-ce qui peut se passer sur l'IA. Souvenez-vous, je vous disais, les marchés sont toujours dans l'anticipation. Les marchés ne cherchent pas à savoir, pardon, ils cherchent pas à savoir les résultats actuels, mais ils cherchent à savoir quelle va être la projection de croissance, d'accord? Ils cherchent à savoir quelle va être l'évolution que l'on peut avoir. Et donc, s'ils commencent à s'angoisser ou à s'inquiéter que l'IA puisse réellement continuer à avoir cette production de masse, ils vont à un moment donné aussi se poser des questions et ils vont ils vont potentiellement reculer, rendre pour se protéger de ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder que, alors attendez, j'avais pris, donc les semi-conducteurs, on peut voir que l'ETF des semi-conducteurs, il est complètement sur son plus haut, hein, c'est assez vertigineux là, la poussée qu'il a eue depuis du coup le 1er avril. C'est simple, entre ici décembre 2025 et ici, on est passé de 260 à 460 dollars sur le prix de l'ETF des semi-conducteurs. Donc c'est quand même assez fou, si on peut dire. Hein. Ouais, c'est assez fou à voir. On a tout de même eu aussi, hop, on va se le mettre là. Non, oui, c'est ça, on va se le mettre là. On a eu le 10 ans américain. Le 10 ans américain, qu'est-ce qu'il nous fait si on le prend depuis donc ici, ben, vous voyez, suite à la réunion de la Fed mercredi, on peut voir qu'il est allé chercher son plus haut du mois précédent et son plus haut de la semaine, hein, à 4,43. Donc il se rapproche. Hein, on est vraiment ici, regardez, sur des plus bas de plus en plus haut. On est vraiment sur une poussée haussière au niveau du taux américain à 10 ans. Et donc, pourquoi on fait ce lien? Ben, tout simplement parce que, comme on a dit, hein, la Fed a annoncé qu'ils n'avaient pas d'intérêt à baisser leur taux. Donc, forcément, s'ils ne baissent pas les taux vont rester élevés. Et en même temps, il y a un point d'interrogation aussi de comprendre comment on fait quand on a cette économie, ce blocage un petit peu économique qui apparaît dans les données macroéconomiques, cette énergie qui reste élevée, cette inflation qui reste élevée, donc un potentiel de hausse de taux, on le voit là exprimé clairement ici, hein, puisque c'était là la réunion de vendredi. On fait le plus haut, regardez, pile jeudi, on fait le plus haut à 6 heures du matin. Derrière, bon, le marché temporise un petit peu sur l'après-midi, on revient à 4,40, qui est quand même le plus haut du mois en cours, hein, donc on est plutôt sur les points hauts du mois. Et ici, cette grosse bougie de 16 heures vendredi, c'est une bougie où on a eu, c'est d'ailleurs, on vient de tester le plus bas du mois, on a eu une news, notamment aussi de Trump. Trump qui a remis sur la table des taxes douanières, donc taxes douanières de 25% sur les véhicules, notamment européens. Donc, il essaye de protéger son économie automobile, hein, du secteur automobile. Le secteur automobile, c'est un très gros secteur sur le marché américain, sur l'économie américaine. Donc, on a eu dans cette
élément-là de protection, un effet baissier sur les taux, puisque si taxe douanière, du coup, entrée dans les caisses de plus d'argent, donc relâchement de la pression de la dette. Sauf que il faut se dire quand même que les taxes douanières ont été retoquées par la Cour, souvenez-vous, américaine, donc il va devoir trouver une autre ligne de texte pour pouvoir les faire appliquer avant d'être re-retoqués, etc., etc., et que potentiellement, pour l'instant, plusieurs entreprises attendent éventuellement le remboursement de ces taxes douanières qui ont été payées mais qui ne sont plus dues puisque invalidées par le Congrès. Donc, du coup, voilà, à savoir un petit peu comment va faire l'État américain pour payer tout ça. L'État américain a eu je crois que c'est vendredi, il y a eu une annonce de Finch qui note l'État américain, qui a annoncé qu'il baissait pas sa note, mais qui, pour la première fois, les États-Unis sont passés au-dessus de 100% du PIB en termes d'endettement. Et donc, on a 31 000 milliards, 31 270 milliards, je crois, de dettes américaines pour 31 240 milliards de PIB. Donc, ça fait un petit peu de tâche quand on est la première puissance mondiale de se dire que toute l'économie du pays ne peut même plus assumer la dette et donc on va dépasser ce seuil symbolique. Donc quand même au milieu d'une économie qui ralentit macroéconomiquement, indépendamment de l'IA, si on met l'IA de côté, il y a quand même un gros quid de se demander comment on va faire pour faire baisser ces taux. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si les marchés se mettent à corriger, vous allez vous rendre compte que par contre, les obligations d'État américaines, si vous avez un ETF sur les obligations d'État, ou si vous voulez même directement être en trading positionné sur le 10 ans américain, vous pouvez acheter du 10 ans américain parce que moi, je pense que c'est un investissement qui à aujourd'hui est intéressant parce que si l'économie mondiale reste, que ce soit dans un climat géopolitique difficile, les taux ne sont pas prêts de baisser. Si on veut lutter contre l'inflation, les banques centrales n'auront pas le choix que d'augmenter les taux ou de rester en statu quo, et c'est l'inflation qui rattrapera en fait finalement les taux. Et si à un moment donné, de toute façon, ils décident de baisser les taux pour essayer d'injecter de l'argent dans la machine comme ils ont toujours fait, il y a la dette en face, et comme la dette est déjà beaucoup trop élevée, il va y avoir une crise de confiance de l'investisseur dans la dette, quoi. Donc, du coup, les taux sont quasiment dans toutes les situations obligés de remonter et d'être tirés vers le haut dans l'année 2026. Je ne vois pas comment ils pourraient revenir sur, comme on l'a eu, voyez, hop, comme on l'avait ici. Finalement, c'était il n'y a pas si longtemps, en mars, à 3,80 sous les 4%, vous voyez, ou même voilà, vers là 2025, avril 2025, un peu sur le même zone, vers les 3,80. Je ne vois pas comment on pourrait revenir sur ce seuil-là de 3, voire 3,60. 3,80, 3,60, je ne vois pas comment on pourrait y revenir dans tous ces contextes-là, parce que peu importe, même si la guerre en Iran s'arrête, le taux de pétrole, le prix du pétrole restant potentiellement élevé, le coût de l'énergie restant élevé, ça permettra pas aux banques de baisser, au marché, de baisser leurs obligations. Et donc, on en fait le lien avec un petit peu ça. Ça, c'est quoi? C'est un tableau qui vous montre en fait les différents secteurs, vous voyez, sur 4 semaines, 12 semaines et 52 semaines, qui est à son plus haut, en fait, sur le S&P 500. Donc, dans le S&P 500, forcément, il y a les 100 entreprises du Nasdaq, puisque le Nasdaq, c'est les 100 plus grosses, et le S&P 500, c'est les 500 plus grosses. Et donc, si on prend dedans, on voit forcément que l'infotech est à son plus haut
de 4 semaines pour 30% du marché. 22% du marché est à son plus haut de 52 semaines. Mais vous allez voir ce qui est assez intéressant finalement en termes d'investisseurs, de seuil, de zone d'investissement, c'est que bon, ben oui, la santé est à son plus haut, mais on a aussi ici les donc le marché immobilier et le marché financier qui, vous voyez, n'ont pas du tout la même dynamique. C'est-à-dire le marché financier est plutôt tiré vers le bas. Il y a seulement 3% qui sont proches de leur plus haut, quand les marchés immobiliers se redressent un petit peu et donc revient finalement sur les 4 dernières semaines. Il a atteint le plus haut d'un an. Donc du coup, là, c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est-à-dire que sur les 4 dernières semaines, on est revenu à un an, au plus haut d'un an sur les 6%. Donc ça veut dire que le marché, en fait, finalement, le marché des immobilier est plutôt sur son point haut, quand le marché financier, eux, sont plutôt un petit peu boudés, si on peut dire, un petit peu en recul. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que là, il y a un petit coup de poker. Hein. Ça veut dire qu'ici, on pense que le marché immobilier, il peut repartir. Mais le marché immobilier, il dépend essentiellement des taux. Et donc, si le marché, c'est logique, le marché, marché financier, bancaire baisse, alors que le marché immobilier monte, ça veut dire qu'on pense que les taux vont baisser, puisque le rendement des banques ne sera plus là, et que les consommateurs potentiellement feront moins de crédit, etc., etc. Donc, si on a le marché financier qui baisse, et que les marchés, donc, c'est qu'on s'attend à une baisse de taux. Si on n'a pas cette baisse de taux, pas les marchés financiers, hein, du secteur financier, pardon, soyons précis, c'est qu'on s'attend potentiellement à des baisses de taux ou à des difficultés d'endettement. Je pense que ça fait 45 minutes que je vous explique que des baisses de taux, on n'est pas prête d'en voir, on n'est pas prêt, pardon, d'en avoir sur l'année 2026. Et donc, c'est que c'est plutôt des difficultés d'endettement auxquelles on va faire face et des difficultés de consommation. L'immobilier, on est obligé d'en faire. Et donc, quid un petit peu de savoir ce qui peut se passer. Je ne pense pas de toute façon qu'il y ait une crise immobilière qui arrive aux États-Unis. Donc, voilà un peu ce qui explique un positionnement sur l'obligataire qui semble cohérent, à mon sens, et logique dans l'évolution. Et donc, si les taux obligataires montent, tiens, alors, qu'est-ce qui devrait se passer sur le Nasdaq? Le Nasdaq, lui, devrait pouvoir potentiellement respirer, baisser. Je n'ai pas dit que ça arriverait cette semaine, mais d'ici septembre, on peut basculer, voilà, pour le prochain trimestre, les prochains 3-4 mois, basculer progressivement, refaire quelques plus hauts, peut-être 28 000, mais après, rebasculer. Et je ne serais pas étonné que d'ici là, on ait une phase de correction sur le marché, sans tomber sur un moins 30%, mais potentiellement quand même avoir des phases de correction qui seraient saines quand on voit un petit peu graphiquement, voilà ce que nous offre le marché. Si on revenait tester certaines zones, ce serait quand même assez cohérent et logique et intelligent de sa part. Donc là, on peut voir que le canal que l'on avait tracé, est-ce que c'est OK pour le macroéconomique avant qu'on bascule sur le graphique? Moi, Bon, donc, on peut voir que le canal qu'on avait tracé, il est difficile hein, pour lui à rentrer. Il l'a testé une fois, il est passé en dessous, il est revenu s'appuyer ici sur la zone des 27 000 points. Il a retesté une deuxième fois, il est revenu sur la zone des 27 150, donc il était bien sur une dynamique de plus bas de plus en plus haut. Et la troisième fois, il l'a cassé, s'est rappuyé pile poil, regardez, pile poil sur la zone, pas faire mieux, pile poil sur la zone, et boum, et il l'a cassé, il est rentré
définitivement dans ce canal qui nous amène quand même, hein, potentiellement, vous voyez, avec une hausse quand même, où on en a pour un moment, potentiellement vers les 30 000 points, en tout cas 28 000, 28 500 assez rapidement, j'ai envie de dire peut-être même 29 000 dans le mois de mai. Voilà, hein, si on reste sur cette dynamique haussière. En tout cas, ce qu'il faut se dire grâce à ce canal, c'est que ça va être des bonnes zones de rebond potentiel. Donc, on peut voir que effectivement, s'il revient prendre appui là, à mon sens, sur les deux, vous voyez cette zone-là. Attendez, je vais prendre le crayon pour pouvoir dessiner. Bon, peut-être je vais le faire comme ça. Sur cette zone-là ici, qui est une zone finalement qui me semble être de bon rebond. Donc là, on est plutôt vers les 600, hein, plus haut, regardez, du mois précédent, 622,75. Là, c'est pas mal si on revient dessus. OK. Et assez proche, finalement, on aura le bas de canal. Donc, ça pourra nous permettre de bien rebondir, un petit peu comme ici, là, le 536. D'accord. Donc, ces deux points entre. Mince. Ah, j'essaie de vous le zoomer. Voilà. Ces deux points, vous voyez, entre le bas de canal qui est pile là, quand on l'a touché, et donc le plus haut du mois précédent à 624, qui est l'intérieur, on va dire, du W, peuvent être deux zones intéressantes à prendre, une ici donc, et une ici, en tout cas en touchette, quand on le touchera, le canal. À mon sens, on aura un très beau rebond, mais on ne devrait pas venir le chercher de suite. Peut-être même, on peut venir le chercher, vous voyez ici, quand ils vont se croiser, bah tiens, ça tombe bien, ce serait le 8 mai, vous voyez, selon le graphique, si on continue à être dans cette même dynamique, bien sûr. OK. Donc, pas inintéressant si on arrivait à revenir dessus et que ce soit très proche, vous voyez, peut-être par là, peut-être le 6 mai, peut-être le 7 mai, on pourrait revenir un petit peu vers cette zone et avoir un rebond. Donc ça, on va se le mettre, hein, que c'est la zone un petit peu idéale, 600. On va se le noter, hop. Donc là, on est déjà. Voilà. Si on a des effets quand même d'annonce forcément de nouvelles taxes douanières, de riposte, de ci, de ça, bon ben on peut redescendre et reprendre en fait finalement ce canal haussier en point qui soit plutôt un point bloquant à la hausse et là quelque part l'échappée, hop, lui serait juste une échappée, un bull trap et on reviendrait finalement plus dans cette zone-là. De toute façon, le marché, là, il a quand même, vous voyez ici, il a quand même eu des mouvements de consolidation, puisque là, on parle de, de, de fin avril, début mai. Hein, il a eu des bons mouvements quand même, des belles journées, hein, parce que là, si on se met en un jour, vous voyez, on n'a pas beaucoup de latéralisation. En fait, finalement, la seule zone que l'on a eue, regardez, on est quand même sur un marché qui a eu ici, donc ici on l'a vu, c'était couvre-feu, ensuite suivi short squeeze, un gros short squeeze, boum, ça pète tous les stops de tout le monde. Et là, on revient phase de latéralisation. Donc, si on revient sur le haut de la boîte de la phase de latéralisation, forcément, on devrait rebondir. Et sur le bas de la boîte aussi, hein, on devrait rebondir. Et je pense qu'on peut potentiellement revenir dans cette phase de latéralisation selon les résultats des entreprises semi-conducteurs que l'on a vu dans la semaine aussi. Hein. On n'a pas non plus une grosse semaine en termes de statistiques, donc on ne peut pas non plus baisser pour baisser. Mais comme l'IA,
le marché est dopé à l'IA, je ne vois pas, à part un tweet, je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous faire revenir finalement dans cette boîte entre 27 500 et 27 000. D'accord? On va le voir, regardez, quand je repasse en 1 heure, on voit bien que c'est la boîte entre ici, du coup, 27 500 et là en bas, 27 000, hein, qui se voit ici plusieurs fois avec donc cette phase de pullback et de points. D'accord? Donc, on va pouvoir se marquer. Si on revient sur 27 500, 27 500 rebonds possibles, hein, bien sûr que 27, là, on peut voir aussi ici, là, cet intérieur de W est pas mal, là, vers le 27 250, forcément. Hein, ça serait bien, ce serait du solide, il me semble. Voire même 27 300. Non, 250. Même si j'ai du mal à croire qu'on puisse revenir dessus. 27 400, 27 250, c'est pas mal. Hein, donc, on va se le mettre. 27 400 et 27 250. Rebond intéressant. Et après, le 5 étoiles, 27 000, rebond 5 étoiles. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment le trade top du top. Mais bon, là, ça nous ferait perdre quand même. On a 800, là? Non, on était à 800, ouais. Non, il me semble. À 780. Ah, ça nous ferait perdre 3%. Donc, pourquoi pas? Bon. Voilà, si on perd 3%, qu'on revient sur 27 000, je pense qu'on aurait une sacrée zone de rebond. Rebond, on va se le marquer. Rebond 5 étoiles. Je vois pas comment on pourrait perdre 3% sans annonce, sans truc cette semaine, mais ça coûte rien de se le marquer et comme ça on passe pas à côté et surtout on prend pas une douille ici. Avec l'Iran ou Cuba? Oui, voilà, oui, avec à part un événement, comme je dis, Ouais. à part un tweet, à part un événement, je vois pas qu'est-ce qui peut nous faire perdre 3% dans la tendance. Parce que là, les résultats des entreprises nous tirent vers le haut, clairement. Hein. Et donc, les quelques résultats qu'il peut y avoir, autant perdre 100, 200 points pour revenir tester la zone, bon, pourquoi pas, ça c'est largement cohérent. Et derrière, repartir chercher pour moi les 28. Vous voyez, là, on le voit pour moi, assez clairement qu'il peut venir chercher 28 500 très, très rapidement, hein, finalement. Hein. Tiens, si on fait ça, ouais, ça lui fait 2,70 à la hausse. Hein. Finalement, ce serait, il a plus. Est-ce que là, quand on regarde le graphique, quand vous regardez ce graphique, est-ce que vous êtes plutôt en train de vous dire, tiens, le marché, il peut gagner encore 3% à la hausse, ou est-ce qu'il peut perdre 3%? Il va gagner. Et du moins, graphiquement, il a plus de chances de les gagner que de les perdre, hein, vu de là où il arrive. Donc, on est obligé de se dire que. Mais après, par en haut, vous dire où c'est que ça va bloquer, c'est un peu plus dur. En tout cas, 28 500, c'est sûr que quand on va s'en rapprocher, vous voyez bien que là, il ne faut pas y aller. Hein. Parce que dès qu'on va se rapprocher du haut du canal, quand on voit bien qu'on a mis 2 tentatives avant de rentrer dedans, dès qu'on va toucher le haut du canal, ils vont rendre. Hein. D'accord? Donc ça, on peut se le marquer aussi, parce que des fois, dans l'emballement, s'il y a une grosse poussée, même déjà 28 000, non, quand même, 28 000, non? Ah, 28 000, il est très proche. Hein. Moi, 28 000, il me fait pas peur, là. Hein. D'accord. Oui, je te dis pas qu'on peut aller acheter à 27,95, tu vois. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si le marché, finalement, il fait comme ça, il retravaille là, il fait ça, il passe 28 000 et il revient s'appuyer dessus, j'aurais pas peur de rentrer dedans pour qu'il aille chercher plus haut. D'accord. Ouais. Voilà. En fait, c'est ça. Si le marché, il nous fait quelque chose un peu. Tu vois, s'il nous fait quelque chose comme ça, il fait ça, et hop, il va chercher 28, il le perce un peu, il revient s'appuyer dessus.
bah, j'aurais pas peur de rentrer là pour essayer d'aller chercher, Le 200 ou la cassure 150. ici. Ouais. Voilà. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'il nous refasse ça, hop, hop, et que quand il touche ici 28, boum, il re-rentre peut-être jusqu'à 28 000, justement, tu vois. Oui. Un peu comme, Comme voilà. là. Ben tiens, un peu comme là, voilà. Mm. Tu vois. Ici, hop, qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien, il a touché, hein, il a touché la zone, hop, il a fait des plus bas, il est revenu travailler la zone et il a boum, ok. Ouais, c'est fou, ouais. Voilà. Pourquoi? Ben, il n'a pas réussi à percer une fois, deux fois, trois fois, il n'a pas réussi à percer, boum, il est tombé. Et après, ben, finalement, il le fait en trois fois comme ça. Une fois, deux fois, ben, qu'est-ce qu'il fait là? Il perce un petit peu et boum, il Hop, il retombe rentre pareil, encore. tu vois. Voilà. Moi, c'est de ça que je parle quand je dis j'irai pas l'acheter le 28 500. Le Ouais, ouais, 28, ouais, j'ai on compris peut ça. avoir un effet comme ça, tu vois, sur le 28, mais pas cet effet-là, boum. Voilà. D'accord. Hein. Donc, voilà. Oui. Merci. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Pour moi, oui. Je parle, j'ai pas de chat. Ouais, c'est parfaitement OK, ouais. Allez. Bah donc, du coup, on est bon. Tac. Merci à tous, donc, du coup. Et puis, ben, à demain. Et bon Grand Prix. Ouais, j'y vais. Allez. Ciao. Bon, ben, allez. Bisous. Bisous à Bisous. tous. Ciao. Ciao, Ciao. ciao. Bisous, Allez. ciao. À demain. À demain. Bonne fin de dimanche.